Comme bon nombre de villages méridionaux, le village de Saint-Siffré a 1000 particularités qui le singularisent, comme par exemple l'existence d'un habitat troglodyte à l'intérieur de certaines demeures. Comme ailleurs, ce village a également eu un ou plusieurs seigneurs. Ce fut longtemps le prévôt de la cathédrale d'Uzès, le premier des chanoines composant le chapitre de ce siège épiscopal. Ce prélat de haut rang régional s'était fait édifier une maison forte en face de village. Celle-ci devint au fil des siècles une vaste ferme dirigée par un rentier, c'est-à-dire un locataire, fermier ou métayer. Bien d'autres choses distinguent ce village qui cependant n'a pu échapper à l'histoire générale des villages indissociables de leur communauté d'habitants. Car un village, c'est avant tout un petit peuple de villageoises et de villageois, d'adultes et d'enfants. Ces populations ont éprouvé pendant des siècles une autonomie locale autant subie que revendiquée. Cette capacité à ne compter que sur soi, la plupart du temps, s'est traduite institutionnellement au XIIe siècle sous la forme des consulats. Lorsqu'ils apparaissent, alors que le Midi connaît une expansion économique et démographique très marquée, ces consulats sont le résultat de luttes engagées depuis des décennies par les populations des villages pour accéder à certains droits et à certaines libertés. Si des libertés politiques sont octroyées dès le XIIe siècle, c'est parce que la communauté d'habitants a atteint à cette époque une certaine puissance qui lui a permis d'engager un bras de fer. Cette puissance, elle relève du nombre. Pendant près de 3 siècles, le nombre des hommes va augmenter continuellement, créant ainsi le village urbanisé et minéral typique du sud de la France. Ainsi, à la fin du XIIIe siècle, le village de Saint-Siffré était déjà très proche de ce qu'il sera ensuite jusqu'à la Révolution. Des Corbières à la Provence, le gros village aggloméré, protégé de remparts et de tours fortifiés, réorganise le peuplement dans un monde féodal qui se structure politiquement et anthropologiquement autour de la fidélité, liant par l'hommage les hommes verticalement, les uns aux autres. Encore au XVIIIe siècle, les seigneurs exigent l'hommage de leurs sujets, les villageois. Pour la plupart des villages, ce corset de pierre, constitué par le rempart, va rester le même tout au long de la période jusqu'à sa destruction, souvent pendant la Révolution ou sous l'Empire. Ainsi, l'urbanisme à Saint-Siffré a été contraint par cette ceinture de pierre, car nul ne voulait édifier une maison à l'extérieur et s'exposer ainsi au danger. La maison a été contrainte à pousser en hauteur, ne pouvant s'étaler à l'horizontale, comme on le voit fréquemment dans le sud-ouest, où l'habitat n'est pas aussi concentré, excepté dans les villes neuves et autres bastides. Les andrones de Saint-Siffré nous parlent aussi de cette contrainte. Elles ne sont plus que quelques-unes, mais elles étaient sans doute plus nombreuses, la plupart ayant été détruites pour des raisons de sécurité, d'insalubrité et de luminosité. Un voyageur balois de la fin du XVIe siècle, Thomas Plater, raconte qu'à Beaucaire, on pouvait se promener les jours de pluie sans se mouiller, tant ces édifices étaient nombreux. Cet androne à Saint-Siffré est le témoin de la pression exercée par les remparts. Il rappelle le besoin de protection de ces populations que nulle force de police extérieure ne pouvait secourir lorsqu'un problème de sécurité survenait. Cette forme urbaine du village méridional, encore parfaitement visible ailleurs, traduit une autonomie dans l'ordre de la police et une autonomie dans l'ordre militaire.